Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, c'est Marseille que vous découvrez sur ces images qui accueille aujourd'hui toutes les éditions du journal d'Antenne 2. Une application à l'échelon national de ce que nous avons déjà réalisé ailleurs, c'est-à-dire en Chine ou en Inde. Quitter Paris pour nous intéresser dans ces deux cas bien précis, la Chine et l'Inde, à la vie de pays encore peu connus. Quitter Paris aujourd'hui pour aller à Marseille pour voir comment vit une région, comment vit une ville de province. Aujourd'hui, nous sommes donc dans la capitale de la zone méditerranéenne française, Marseille, qui est classée dernière des grandes villes de France sur le plan de la qualité de la vie, dans un sondage, une enquête réalisée en 1977. Attendez, monsieur Defer, vous allez voir la conclusion que je vais donner. Une étude réalisée en 1977 par nos confrères du Point, mais dont les habitants se réjouissent d'être... Il n'a pas les renseignements complets. Oui, mais dont les habitants de Marseille se réjouissent d'être Marseillais. Ils l'ont reconnu. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Je voulais dire que les habitants de Marseille, eux, se réjouissent d'être Marseillais et ils plaignent sincèrement les pauvres gens qui ont la malchance d'habiter ailleurs. Marseille, dont le maire, vous l'avez reconnu également, et monsieur Gaston Defer, c'est notre invité aujourd'hui. Les militants socialistes l'appellent Gastounet, un surnom familier qui correspond mal à l'image de la nation de fer. À 70 ans bientôt, il symbolise ce type d'élu local très puissant qui toute sa vie a pesé sur l'ensemble de la politique française. Avocat en 1931, résistant pendant la guerre, maire de Marseille en 1944, député peu après, 4 fois ministre, candidat à la présidence de la République en 1969, président du Conseil de la région Provence-Côte d'Azur et aujourd'hui président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, c'est un ami fidèle de François Mitterrand. Ses proches apprécient son humour et redoutent ses coups de gueule. Deux passions, à part la ville et la politique, la voile et depuis peu, paraît-il, la chasse. Alors ce portrait, monsieur Defer, il correspond bien au maire de Marseille? Il est difficile de parler de soi. Je suis maire depuis plusieurs années. J'aime Marseille. La fonction de maire a ceci de tonifiant, c'est qu'on a le sentiment d'être utile. Comme député, en ce moment, c'est une impression que j'ai rarement. Comme ministre, je ne l'ai pas toujours eu. Vous avez dit il n'y a pas si longtemps que si vous aviez un poste à abandonner, c'est celui de député. C'est ce qui explique cette réflexion un peu désabusée sur le rôle du député. Ce que vous voulez, c'est rester maire de Marseille. C'est la fonction politique à laquelle, et de beaucoup, je tiens le plus. Bien, donc parler de Gaston Defer, c'est parler bien sûr de Marseille, puisque cela fait 27 ans, très exactement, en 1953, que vous administrez cette ville. 27 années, le temps de façonner un nouveau Marseille, Jean-Claude Renaud. Vous vous trouvez ici à Vitouriste, au jardin du parc. Vous pouvez admirer l'un des plus magnifiques panoramas sur l'ensemble de Marseille. Voilà, c'est un des moyens de découvrir Marseille. De France, c'est pas très cher. Pour nous, c'est un peu long. Alors disons que Marseille, 1 million d'habitants, deuxième ville de France, c'est d'abord la Méditerranée et le premier port français. Les touristes visitent d'abord le vieux port. Derrière, c'est la ville, grande comme 2 fois Paris, tapie sous les collines de l'Estac et de l'Étoile. Une ville avec tous ses problèmes, toutes ses facettes. À 2 pas de l'Opéra, par exemple, le nouveau centre commercial de la Bourse domine les vestiges du port antique. À côté, c'est le quartier de la Porte d'Aix avec ses immigrés. Un peu partout, ce sont des problèmes de circulation que le métro et le nouveau plan de circulation amélioreront peut-être. En tout cas, pour conclure, disons qu'ici, il est difficile de trouver un Marseillais qui accepterait de vivre ailleurs. Une très très bonne réputation. Ceux qui ne l'aiment pas disent en effet que les Marseillais ne sont pas forcément, monsieur le maire, des gens sérieux, que Marseille, c'est la ville du gangstérisme, c'est de ce que l'on dit dans le nord de la France, au nord de la Loire, que Marseille c'est une ville indocile. Elle ne s'est jamais assimilée, cette ville, au pouvoir central. C'est la deuxième ville de France, c'est une ville d'opposition. C'est un vrai réquisitoire, mais Marseille, il y a de bons avocats, vous le premier bien sûr, et aussi certainement, contrairement aux idées reçues, de bons dossiers à plaider. C'est ce que nous allons faire tout au long de cette journée. Criminalité, ce sont vos patrons, les ministres, et qui sont chargés de lutter contre la criminalité et non pas le maire. Et pourtant, je peux dire que... C'est la police, disons, c'est la police. La police d'État. Le préfet de police a fait une conférence de presse récemment. La criminalité, la grave criminalité, a diminué à Marseille. Pas à Paris et pas à Lyon. En ce qui concerne l'activité de Marseille, les Marseillais sont travailleurs. À 8 h du matin, on est au bureau ici, et à Paris. À midi, on y est encore. À 2 h, on y est de nouveau. À 6 h aussi. Les Marseillais sont intelligents, rapides, mais ils sont gais. Ils travaillent, mais dans la bonne humeur. Bien, merci monsieur le maire. Pendant quelques minutes, nous allons quitter Marseille, cette ville donc où on travaille dans la bonne humeur. Nous allons retrouver Gérard Mérigot qui nous attend dans notre studio à Paris.
On se retrouve effectivement dans quelques minutes, Patrick, le temps de passer en revue ce qui constitue aujourd'hui l'actualité. Tout de suite, cette information qui nous est parvenue en début de matinée et qui relance le différend qui oppose les États-Unis à l'Iran. Jimmy Carter, au cours d'une conférence de presse, a annoncé de nouvelles sanctions contre Téhéran, sanctions économiques assorties d'un nouvel appel aux alliés européens des États-Unis. Et puis, cette phrase qui est une menace d'intervention militaire. Le président Carter a annoncé en effet une nouvelle série de sanctions économiques contre l'Iran, comportant notamment l'arrêt de toutes les importations de produits iraniens aux États-Unis, l'interdiction faite aux Américains, à l'exception des journalistes et des familles des otages, de se rendre en Iran, et l'interdiction de toute transaction financière entre les deux pays. Le président Carter a en outre prévenu l'Iran que si ces nouvelles sanctions n'aboutissent pas à la libération des otages, les États-Unis n'auront plus d'autre choix que de recourir à l'action militaire. Georges Bortoli, comment faut-il interpréter ces déclarations de Jimmy Carter? Elles sont sérieuses ou symboliques? Vous savez, le président des États-Unis se trouve devant la situation dramatique, et il ne faut vraiment pas en plaisanter, du monsieur qui se dit il faut absolument faire quelque chose pour nos otages, mais quoi faire? Alors, il évoque une action militaire, mais il ne dit pas quelle action, il ne dit pas quand cette action. C'est bien compréhensible, puisque cette action, de toute façon, aura des répercussions graves sur la situation des otages. Et en ce qui concerne les sanctions économiques, eh bien, la question, c'est de savoir si elles vont être efficaces. Bon, la panoplie est très complète, mais il y a des précédents fâcheux. Rappelez-vous, par exemple, le blocus américain contre Cuba, il y a une vingtaine d'années, qui eut en fait pour résultat de jeter directement Fidel Castro dans les bras des Soviétiques. Puis il y a une question subsidiaire qui est intéressante et importante. Est-ce que les Iraniens ne trouveront pas le moyen de tourner ces sanctions économiques? Et c'est là que l'attitude des Européens est effectivement très importante. Alors, est-ce que l'Europe va prendre elle aussi des sanctions contre l'Iran? Quelle gravité auront ces sanctions? On va en discuter lundi et mardi entre ministres des Affaires étrangères des 9 à Luxembourg. Il est très possible effectivement que les pays européens prennent des sanctions. Disons que sur cette affaire, M. Jean-François Poncet a nettement défini la position de la France hier en faisant ressortir que nous sommes effectivement solidaires des Américains dans l'affaire des otages, mais que solidaires, ça ne veut tout de même pas dire alignés complètement. Et puis d'autre part, il y a encore un point qu'il faut noter, je crois, c'est que dans cette affaire des otages, eh bien, les gouvernements de l'Europe sont précédés de très loin par l'Assemblée parlementaire européenne qui, elle, demandait simplement la rupture des relations diplomatiques entre les pays de l'Europe des 9 et l'Iran. Mais une position quand même qui devrait peser sur le sommet de Luxembourg. Assurément. Et cette information à propos de l'Iran qui me parvient à l'instant, la mère et le beau-père de l'un des otages américains de l'ambassade de Téhéran, que vous avez d'ailleurs pu voir en direct dans le journal de 20h mardi dernier, ont obtenu ce matin un visa d'entrée pour se rendre à Téhéran. Monsieur et Madame Tim, les parents donc du sergent retenu en otage par les étudiants islamiques et leur avocat, comptent partir dès cet après-midi pour Téhéran, où ils espèrent pouvoir rencontrer les étudiants islamiques et bien entendu avoir un entretien avec leur fils qui est détenu depuis maintenant plus de 5 mois à Téhéran. État d'alerte maximum au sud Liban, à proximité de la frontière. La nuit dernière, une unité militaire israélienne a attaqué une base navale de Fedaïn, implantée au Liban et située entre Tyr et Sidon. De nombreux bâtiments, indique Tel Aviv, ont été détruits. 12 Fedaïn au moins ont été tués. Cette opération visait un camp qui servait de base d'entraînement et de point de départ pour des attaques contre Israël. Une opération qui est en fait une riposte à l'attentat commis il y a quelques semaines par un commando palestinien contre un kibboutz israélien. La Rhodésie, rayée de la carte depuis minuit, cette ancienne colonie britannique a officiellement accédé à l'indépendance et porte le nom de Zimbabwe. Le prince Charles a transmis les pouvoirs aux nouveaux élus. Des incidents, cependant, ont émaillé les fêtes de l'indépendance. Une manifestation dans un quartier noir de Salisbury a fait 2 morts et une trentaine de blessés. L'homme qui avait tenté de poignarder Indira Gandhi a été tué ce matin dans un hôpital de New Delhi où il était soigné. Le terroriste qui avait 37 ans a été poignardé par l'un des malades qui était en traitement dans le même établissement. La photo de l'amitié dans la plupart des quotidiens français, Georges Marchais et Yasser Arafat main dans la main. Le secrétaire général du Parti communiste français, qui était en visite au Liban, a eu un grand nombre d'entretiens, dont un avec Yasser Arafat, le chef de l'OLP. Georges Marchais qui a une nouvelle fois renouvelé aux représentants palestiniens l'invitation à se rendre en France. À Paris, un incendie à l'ambassade de Cuba a provoqué ce matin une certaine confusion. Les pompiers qui étaient sur place n'ont pas pu pénétrer dans les locaux diplomatiques.
Ils ont attendu 1 heure environ l'arrivée de l'ambassadeur pour pouvoir intervenir. Il s'agissait en fait d'un incident mineur, un court-circuit qui n'a provoqué que peu de dégâts. Saviem et Berliet disparaissent. Les 2 grandes firmes de poids lourds rachetées par la régie Renault vont être débaptisées. Elles arboreront à partir de lundi le célèbre losange et s'appelleront Renault. Patricia Coste. Cette décision constitue un symbole. Le couronnement, selon la direction de Renault Véhicules Industriels, de l'effort fait sur le marché du poids lourd. Fusion des équipes techniques et commerciales, unification du réseau de distribution et redéploiement à l'étranger. C'est en Europe surtout que Renault Véhicules Industriels est en train de prendre des positions importantes, en Allemagne, Grande-Bretagne et surtout en Italie. Le point faible demeure le marché intérieur français, déprimé et qui ne reprend guère. Et l'on compte sur l'harmonisation des 2 marques Berliet et Saviem, sous le nom de Renault, qui bénéficient d'une image de plus en plus dynamique pour relancer le marché. Une bombe a explosé la nuit dernière à Toulouse. L'attentat visait la résidence du général Lemaire, commandant la 11e division parachutiste et la 44e division militaire territoriale. L'explosion qui s'est produite à l'extérieur du bâtiment a fait des dégâts peu importants. L'attentat a été revendiqué par un groupe s'intitulant PARA, P-A-R-A, c'est-à-dire pour des actions résolument antimilitaristes, une organisation encore inconnue des services de police. En sport, au tournoi de Los Angeles, Yannick Noah a confirmé son retour en forme en battant l'Italien Adriano Panatta. Et puis ce soir, rencontre importante dans le championnat de France de football, importante et peut-être décisive dans la course au titre. Les 4 leaders joueront en effet à l'extérieur. En fin de tableau, c'est la rencontre Lyon-Marseille qui soulève l'intérêt. 2 anciens grands clubs, 2 grandes villes qui se battent pour ne pas descendre en 2e division. Voilà ce qu'il fallait retenir, Patrick. De faire une équipe qui coûte bien cher aux Marseillais et qui a des résultats bien décevants cette année. Toutes les équipes de football, tantôt gagnent, tantôt perdent. Lyon et même Saint-Étienne. Marseille, je l'espère, gagnera ce soir. Et si l'OM gagne, la municipalité est prête à faire un effort sous certaines conditions pour continuer à aider l'OM et que notre club redevienne bientôt premier et gagne de nouveau la Coupe de France. Une précision, la subvention de la municipalité de l'OM est de combien? 1,5 million, autorisation de payer, ce n'est pas une obligation, elle ne sera payée que si nous estimons que nous devons le faire. Les grands sujets d'actualité que nous venons d'entendre avec Gérard Régou et de suivre, les habitants de votre région, la région marseillaise, les ont trouvés ce matin dans leurs journaux. La presse est pluraliste ici, chacun selon sa sensibilité. Daniel Clément peut acheter le journal qui lui convient. C'est ça, il y a 3 quotidiens du matin à Marseille où les choses en tout cas politiquement sont claires à ce sujet-là. D'abord le Provençal, c'est, il le dit lui-même, le plus fort tirage, la plus forte vente des journaux du Sud-Est, c'est le journal des patriotes socialistes et républicains, directeur Gaston Defferre. Ensuite le Méridional, c'est un peu la même mise en page, du moins en haut de page, 2 francs, même prix, avec une profession de foi très vibrante, les commentaires sont libres, les faits sont sacrés, c'est un journal indépendant qui soutient la majorité. Enfin la Marseillaise, c'est un quotidien communiste, c'est, dit-il, le grand quotidien régional de la démocratie. Donc trois idées politiques différentes, mais finalement un même sujet à la une des 3 journaux ce matin, c'est les suites de l'affaire de Breuil, après la décision du bureau de l'Assemblée nationale de juger recevable la demande des socialistes de saisine de haute cour de justice. Alors là, les commentaires sont bien sûr complètement différents. Pour le Provençal, en effet, c'est la décision d'hier a levé un premier obstacle. Michel Poniatowski et ses amis se sont trouvés en échec, et Claude Fideau, qui signe l'article, estime que l'ancien ministre se défend extrêmement maladroitement. Alors en revanche, lui, le Méridional s'indigne. Celui qui en 1974 avait forgé la victoire de Valéry Giscard d'Estaing et qui a eu si souvent le courage de ses propos ne pouvait échapper à la vengeance des éternels vaincus. Mais le droit n'appartient à personne de juger avant la justice, pas plus aux socialistes qu'aux communistes qui se sont octroyés l'écume aux lèvres, l'infamie sur la langue, pardon. La Marseillaise, enfin, un titre, un pas vers la vérité, une déclaration de Georges Marchais, déclaration relativement modérée, puisqu'il dit que les règlements de compte politiciens ne l'intéressent pas. Ce qui l'intéresse, lui, c'est le sort des travailleurs, le sort des Français, c'est la politique au grand sens du terme. C'est assez modéré, ça, finalement, de part de Georges Marchais. Il faut dire que la Marseillaise accorde une très grande place aux 13 condamnés de Gafsa, c'est les 13 personnes qui ont été pendues en Tunisie. C'est vraiment le grand titre de la une. Enfin, il y a un article qui est un petit peu surprenant dans le Méridional et qui concerne Jean-Paul Sartre. Il est signé de Roger Bouzinac. 3 heures par jour à la table d'un café de Saint-Germain ont plus fait pour la célébrité de Sartre que tout ce qu'il a écrit.
dit Roger Bouzinac. N'essayons pas de transformer un mort en défenseur de la justice, alors qu'il se trouva presque toujours vivant du côté de ceux qui préparaient la mise en esclavage des peuples. C'est donc un article extrêmement dur, au moment où les autres quotidiens annoncent donc les obsèques civiles du philosophe. Alors sur le plan local, j'ai noté dans le Méridional l'installation d'un comité départemental de la consommation. À propos de Sartre, vous vous rappelez que la télévision lui a refusé 10 émissions sur l'histoire des 75 dernières années, oui, sous prétexte qu'elles coûtaient trop cher, après quoi on les a accordées à M. Michel Droit. C'est-à-dire que Sartre, dont la télévision célèbre aujourd'hui les mérites, a interdit, cet homme d'un immense talent, l'interdit de télévision. Peut-être plus compliqué que ça, monsieur. C'est pas si simple. Oui, c'est très révélateur. Sont peut-être difficiles. Très révélateur. Monsieur Marcel Julien, qui était à l'époque le président de la société Antenne 2, s'en était expliqué. Le dossier est allé je pense que nous n'allons pas ouvrir le débat, nous sommes à Marseille. Je fais cette remarque puisqu'on parle de Sartre. Bien. Alors là, on va parler du Provençal et j'ai noté un appel aux bénévoles pour lutter contre les feux de forêt. Et on va en parler tout à l'heure, donc de ces feux de forêt. Enfin, dans la Marseillaise, une bonne nouvelle pour 13 millions de Gardanne qui gagnent 300 millions de centimes. Enfin, vous parliez tout à l'heure de l'OM. Eh bien, pour le Méridional, ce soir, l'OM sera juge de paix. Pour le Provençal, c'est ce soir que la partie va se jouer. Enfin, pour la Marseillaise, une question. OM, as-tu du cœur? Enfin, je vais peut-être vous citer les titres d'un autre régional, Tôt du soir, qui va paraître cet après-midi, qui est un quotidien aussi de la région marseillaise. Il va titrer sur le raid israélien sur le sud-Liban et enfin sur les menaces de Jimmy Carter, dont on parle. Bien, monsieur Gaston Defer, vous êtes donc le PDG du Provençal, de ce journal qui est sur cette table-là. C'est un journal qui a beaucoup évolué ces dernières années, notamment sur le plan technologique. Nous avons été une entreprise classée numéro 1 à l'échelon mondial. Nous avons été les premiers au monde à informatiser l'information, c'est-à-dire ce qu'il faut faire pour composer, ce qu'on appelle la composition. Depuis, un certain nombre de journaux se sont engagés dans cette voie. Nous sommes de nouveau les premiers, depuis quelques jours, pour ce qu'on appelle la sortie en pleine page. Par ailleurs, d'autres confrères sont mieux équipés que nous pour les rotatives, mais pour ce qui est de la technique, de l'informatique, nous avons été les premiers au monde et nous sommes de nouveau les premiers. De faire le Provençal, en dehors de cet aspect technique et technologique, c'est aussi un journal qui pèse de tout son poids dans les compétitions électorales. Alors quand sera venue peut-être l'heure de la succession à la mairie de Marseille, c'est peut-être le PDG du Provençal qui faut... Non, vous avez l'air en pleine santé, mais si vous voulez, c'est peut-être vous qui ferez pencher la balance vers le candidat de votre choix à ce moment-là pour cette succession. Avec Charles-Émile Lot. Il y a moins d'un an, cette image aurait semblé banale, tant il est vrai que Milou, comme on le surnomme ici, apparaissait aux yeux des Marseillais comme le dauphin désigné de Gaston, comme on l'appelle ici. Aujourd'hui, rien ne va plus pour Charles-Émile Lot. Il a perdu son siège de député au profit d'un giscardien bon teint, Jean-Claude Gaudin. Il a perdu son poste de secrétaire fédéral du Parti socialiste au profit d'un conseiller municipal, Michel Peuzet, un avocat de 37 ans, porté sur les fonds baptismaux du socialisme par Gaston Defer lui-même, et qui est devenu secrétaire national du PS après le congrès de Metz. Milou avait eu la malencontreuse idée d'opter pour le courant maurois. Michel Peuzet est donc maintenant l'homme qui monte, mais dans les Bouches-du-Rhône. À Marseille même, rien n'est moins sûr. Car Gaston Defer laisse entendre que si sa succession venait à s'ouvrir, il faudrait compter aussi avec un autre jeune, son chef de cabinet à l'hôtel de ville, Philippe Sammarco, un homme dont le père était déjà collaborateur de Gaston Defer quand il était ministre de la France d'Outre-mer. Aujourd'hui, le maire de Marseille laisse dire, mais n'ajoute rien. Il sait bien de toute façon que si le label Defer peut être nécessaire à quelqu'un dans l'avenir, c'est le suffrage universel qui tranchera en dernier ressort. Et puis, on peut avoir aussi l'impression que Gaston Defer s'amuse désormais, avec un malin plaisir, à brouiller les pistes. Dès lors, la politique peut reprendre ses droits, et Dieu sait si à Marseille, la politique est présente. Ses adversaires accusent Gaston Defer de tous les maux, de diriger sa ville en proconsul, d'avoir la main mise sur toute l'administration, d'être autoritaire et sectaire. Et avant tout, de tenir deux langages, d'être favorable au programme commun à Paris et de ne pas le respecter à Marseille, d'être pour la proportionnelle à l'échelon national et contre dans sa propre municipalité. Je dois vous rappeler qu'il a été installé en 1953 grâce à une coalition avec la droite et que depuis il a toujours dirigé avec la droite et il a même refusé l'union de la gauche alors que sur le plan national il était signataire de cet accord. Vous avez 6 sièges aujourd'hui de conseillers municipaux. Oui. Avec la proportionnelle, vous en auriez combien?
Avec la proportionnelle, eh bien, nous en aurions 63 divisé par 3, puisque nous avons 30%, ça ferait une vingtaine de sièges. La proportionnelle pour les municipales, les représentants de la majorité à Marseille la veulent aussi. Mais ils insistent avant tout sur ce qu'ils considèrent comme une des ambiguïtés de Gaston Defferre. Monsieur Defferre a été élu maire, réélu maire en 77, mais avec le désistement des communistes au second tour. Et en 78, il n'y a plus qu'un seul député socialiste sur 8 que compte la ville de Marseille, et élu aussi grâce au désistement communiste. Alors il faudra bien qu'un jour les socialistes sortent de cette ambiguïté. Gaston Defferre aura 70 ans le 14 septembre prochain. Entre ses responsabilités nationales et ses responsabilités marseillaises, il a toujours dit qu'il conserverait jusqu'au bout celles qui lui tiennent le plus à cœur, ses responsabilités marseillaises. Mais aujourd'hui, Gaston Defferre continue d'assumer toutes ses charges et il se dit en pleine forme. En plus de la voile, il s'est mis récemment à la chasse et à la photo pour bien montrer que malgré les intrigues et les petites phrases, la question de l'après-Defferre ne sera pas posée pour l'instant. Oui, tout de même, monsieur Defferre, est-ce que ce n'est pas l'une des grandes tâches d'un homme politique, du maire d'une grande ville, de préparer sa succession? Je préparerai ma succession quand je penserai que le moment est venu. J'ai été élu en 77 pour 6 ans. Il reste encore 3 ans. Et si, comme je l'espère, dans 3 ans je me porte aussi bien que maintenant, je me sens capable de travailler, je me représenterai et j'espère que je serai réélu. Monsieur Defferre, nous allons passer au registre de la politique internationale. Faut-il continuer à parler avec les Russes, comme l'a dit hier Jean-François Poncet, ou faut-il, selon vous, claquer la porte? Et il faut continuer, mais la question qui se pose est de savoir ce qu'on leur dira. Et c'est ça qui est intéressant. Oui. Est-ce que vous croyez que vos solutions diffèrent tellement de celles qui sont proposées par le président de la République? Elles diffèrent, et c'est très important en politique internationale, par le caractère de nos solutions. Nous ne sommes pas pour les demi-mesures. Nous ne sommes pas pour les décisions qui sont prises tardivement. Et ce que François Mitterrand a reproché au gouvernement hier à l'Assemblée nationale, c'est d'avoir trop tardé pour prendre position et sur l'affaire de l'Afghanistan et sur l'affaire de l'Iran. Mais au fond, c'est plus la forme que le fond. Non, car dans cette affaire, la forme rejoint le fond. Si le président Carter avait réagi tout de suite à la prise d'otages, le problème sera peut-être déjà réglé. Le fait d'avoir attendu, vous le voyez, mademoiselle, n'est pas simplement une question de forme, c'est aussi une question de fond. Monsieur Defferre, la direction du Parti socialiste se pose des questions sur la visite de Rocard à Londres. Pourquoi voulez-vous l'empêcher de voyager? Nous ne voulons pas du tout l'empêcher de voyager. Nous sommes un parti très démocratique, vous le savez, on vote, on revote dans notre parti à tous les échelons, mais il faut un minimum de coordination et de discipline et d'information. Pourquoi Michel Rocard n'a-t-il pas prévenu le parti qu'il était invité par le gouvernement conservateur? Comment a-t-il été invité par le gouvernement conservateur? Tout cela, le parti aurait dû le savoir. Nous l'avons appris par la presse. Apprendre par vous, c'est très agréable. Ça ne suffit pas pour nous informer en temps utile. Oui, alors justement, compte tenu des nouvelles mises en garde qui sont faites par le parti Rocard, est-ce que votre prochaine convention, qui devrait en principe parler de la situation internationale, ne va pas être à nouveau une espèce d'affrontement feutré entre Mitterrand et Rocard? C'est ce que vous attendez chaque fois, vous les journalistes. Et chaque en général, on n'est pas déçus. Et chaque fois, vous êtes déçus. La dernière réunion du comité directeur, vous attendiez une bataille, vous ne l'avez pas eue. La dernière convention, vous attendiez une bataille, vous ne l'avez pas eue. Elle a été feutrée, mais non, vous ne l'avez pas eue. Et la prochaine, je crains pour vous que vous n'ayez pas davantage. Je ne suis pas si sûr, enfin on verra bien. La Haute Cour de justice, n'est-ce pas, comme l'ont dit 4 de vos députés, une instance démesurée pour en fait mettre en accusation, alors que pour le moment il n'y a pas de preuves formelles? 4 de nos députés, pourquoi? Je vais vous le dire, moi. Parce que nous avons voté au groupe parlementaire comme toujours. Il y a eu unanimité, sauf 4. Alors vous allez voir les 4. Eh bien, non. En vérité, ce qui caractérise cette affaire de Breuil et Poniatowski, c'est le mystère. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il faut qu'on le sache. Le seul moyen de le savoir, le seul moyen à la disposition du Parlement pour le savoir, c'était de demander le renvoi de M. Poniatowski en haute cour. Ainsi, je l'espère, toute la lumière sera faite.
Merci Monsieur Defer donc pour cette partie très politique de cette antenne de midi qui est consacrée à votre ville et à vous-même. Nous sommes ici dans le grand carrefour pour les vacanciers qui chaque année vont vers la Côte d'Azur d'une part ou vers la Côte Languedoc d'autre côté. Ces vacanciers année après année voient un fléau se propager à grande vitesse, c'est l'incendie de forêt. L'an passé par exemple, plus de 50 000 hectares ont flambé dans tout le midi. Daniel Grand-Clément reçoit donc pour le crible d'antenne de midi, juste à côté de nous, Monsieur Lefebvre, qui coordonne la lutte contre l'incendie de forêt dans toute cette région méditerranéenne. Lorsqu'on interroge les pompiers des 5 départements à différents niveaux, on sent quand même une grande inquiétude cette année, l'inquiétude que tout ne recommence comme l'année dernière. Il semble que malgré les plans que vous avez essayé de mettre en œuvre, il n'y ait pas beaucoup de moyens supplémentaires. Il est certain qu'à la veille d'une saison de feux de forêt, depuis toujours, les pompiers, qui sont très conscients de leurs responsabilités, sont inquiets. Mais ceci étant, la saison très difficile de 1979, nous en avons tiré les enseignements. Et nous en avons tiré les enseignements sur plusieurs plans. Alors dites-nous très concrètement ce qu'il y a de nouveau. Qu'est-ce qui aujourd'hui fonctionne, tout de suite maintenant? Ce qui est très clair, c'est qu'en matière de prévention et d'aménagement de la forêt, vous allez avoir une augmentation dans certains départements de 50% des points d'eau. C'est le cas du département des Bouches-du-Rhône qui, dans combien de temps? Dès le 1er juin. Qu'en matière de création d'unités de forestiers sapeurs, 6 vont être créés dans l'année. Les 2 tiers seront déjà prêts à agir pendant la saison. Qu'est-ce que ça veut dire, la création de 6 unités sapeurs? Ça veut dire combien de pompiers en plus sur les lieux d'incendie? Ça veut dire que nous aurons des unités qui sont capables d'assurer à la fois une présence permanente sur le terrain et une intervention. En matière également de délai de première intervention. 6 unités pour 5 départements. 6 unités de forestiers sapeurs. Ne confondons pas les unités de forestiers sapeurs avec les unités militaires. Non, mais expliquez-nous simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Il y aura combien de pompiers en plus prêts à intervenir dans les 5 départements cette année? Eh bien, sur le plan des renforts militaires, ça veut dire plusieurs centaines de militaires qui seront à pied d'œuvre en permanence, de militaires des unités d'instruction de la sécurité civile, de militaires des unités militaires spécialisées qui seront, à la différence de ce qui se passait auparavant, en présence sur place dès le début de la saison. Ça veut dire que certaines unités, vous savez qu'il y a dans une unité à peu près 125 hommes. Pourtant, il y a déjà eu des incendies là. Oui, mais en l'état actuel des choses, les moyens sont suffisants. Oui. Écoutez, moi j'ai des informations bien différentes. J'ai fait une petite enquête dans le Var, par exemple. Et là, les pompiers qui sont là m'ont dit que leur matériel, par exemple, était à plus de 40%, c'était des véhicules qui avaient plus de 40 ans d'âge. C'est des camions qui avaient été rachetés dans les vieux stocks américains après la guerre. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas eu d'augmentation du nombre de sapeurs-pompiers dans le département. Par exemple, dans le Var, il y a 350 pompiers pour tout le département, dont 200 sont basés à Toulon. On m'a dit par exemple que la subvention qui avait été décidée par le Conseil des ministres de 1 800 000 francs servait à peine à rembourser la TVA. C'est-à-dire que l'État ne donne rien finalement, c'est seulement il fait cadeau de l'impôt sur l'achat des communes. Donc c'est une situation un peu différente, ça. Alors je crois qu'il faut effectivement rectifier un peu cette information. En ce qui concerne l'acquisition des matériels d'incendie, 160 matériels d'incendie seront livrés avant le 15 juin dans l'ensemble des départements de la région méditerranéenne. Information, ça. 160. Sur ces 160 véhicules, l'État verse 25% de subvention. La TVA est récupérée par les départements au titre du fonds de compensation de la TVA, ce qui fait qu'en définitive, l'aide de l'État là-dessus est de 39,9%. Ceci est clair, ce sont des chiffres précis. En ce qui concerne les effectifs dans le département des Bouches-du-Rhône en matière de sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires sont très clairs. Il y a 1277 marins-pompiers. Oui, il y a 2400 sapeurs-pompiers volontaires. Il y a 200 pompiers professionnels. Et je vous précise que, mis à part les grosses unités qui sont liées à des risques urbains tels que celle de Marseille, cette proportion d'effectifs de pompiers volontaires et professionnels est à peu près la même dans tous les départements. Ce qui veut dire que si vous comptez dans le département... Est-ce que vous n'avez pas vu une politique finalement vous avez essayé de globaliser la lutte contre le feu? Est-ce que finalement il n'aurait pas fallu aider chaque commune et les gens qui sont sur le terrain, même en petite unité, à se battre contre le feu immédiatement? Exactement. Et c'est pas ce que vous avez fait? Absolument, c'est ce qui est en train de se faire dans tous les départements. Et pour prendre un exemple très concret, puisque nous sommes dans les Bouches-du-Rhône, plus de 50 comités communaux feux de forêt se sont créés dans le département des Bouches-du-Rhône. L'équipement de ces comités feux de forêt est subventionné à 50% par le service départemental d'incendie. Et je puis vous dire que ces comités sont actuellement en état de fonctionner et ils participent déjà à la mise au point de plans de débroussaillement. Ils participent déjà dans leur rôle auprès des maires et dès le 1er juin,
ces comités seront en état d'apporter leur concours aux forces qui luttent sur le terrain. 50 dans les Bouches-du-Rhône. Et je puis vous dire que dans le département du Var, l'expérience existe déjà depuis longtemps, dans le département des Alpes-Maritimes également. Merci beaucoup. Voilà, Monsieur Defer, nous revenons donc à l'extérieur de ce palais du Pharaon et devant cette ville de Marseille. Le problème du logement, c'est un des problèmes qui se pose à toutes les grandes villes de France, on le sait. Et à Marseille, où la population est passée en 20 ans de 600 000 habitants à 1 million d'habitants, la crise a été amplifiée encore par l'existence d'une population d'origine maghrébine qui est extrêmement importante. Je crois qu'il y a à peu près 65 000, 70 000 personnes originaires d'Afrique du Nord ici. Il y a quelques mois encore, un ensemble de logements de 43 logement dans la cité Ruisseau-Mirabeau a été inauguré pour un ensemble qui est adapté à ces populations. Et pourtant, quelques problèmes de logement se posent encore, notamment pour des familles dont les revenus sont modestes. Il y a en France des gens dont les conditions d'existence sont très difficiles. Des gens qui ne vivent pas comme tout le monde et qu'on appelle pudiquement les gens du quart-monde. Ici, à Marseille, dans la cité des Renaudes, près de 900 personnes, dont plusieurs centaines d'enfants, maghrébins, gitans, pieds noirs, vivent dans les pires conditions, sans eau courante et sans sanitaire, dans la boue et les ordures. Ici, enfin, on a honte de l'endroit où on habite, comme cette petite fille qui n'a pas voulu être filmée. Parce que je vais au lycée, moi, j'ai plein de copines, alors je ne veux pas leur dire que j'habite comme ça, dans des paras comme ça. Alors c'est pour ça que je ne veux pas leur dire. Je ne veux pas leur dire que j'habite dans des maisons comme ça. Je leur mens comme ça. Alors, je ne peux pas avoir honte. Mais ma maîtresse, ouais, elle le sait, je crois. Mais mes amis, non. Et tu es en quelle classe? En 6e. Alors, tu n'amènes jamais d'amis ici? Non, jamais. Et elle croit que tu habites où, tes amis? Eh ben, au HLM. Le HLM est là, de l'autre côté de la rue, inaccessible pour ceux d'en bas. Chez Mohamed, c'est presque normal ici, l'on vit à 12 dans 2 pièces. Un couple avec 10 enfants, entassés les uns sur les autres. Les enfants dorment sur des couvertures à même le sol. Imaginez ce que peuvent être l'hygiène ou les nuits dans de telles conditions. Mais ce qu'il y a de plus difficile pour Mohamed, ce sont les plaintes de ses enfants qui ne comprennent pas que l'on puisse vivre comme ils vivent. Et les enfants, il a dit chaque fois, papa, c'est la maison, ça va pas, nous, on est restés comme le cochon à la maison. Il y en a 2 personnes à la maison, c'est pas 2 pièces à cuisine, c'est pas beau, papa. Et ma foi. La femme de Mohamed accomplit chaque matin les gestes rituels de toutes les mères quand leurs enfants vont à l'école. Et chaque matin, elle s'interroge. Elle se demande pourquoi, depuis 15 ans, qu'ils sont en France, leur demande de logement est refusée chaque année. Pourtant, dit-elle, nous ne demandons rien d'autre qu'un logement. Et le salaire de Mohamed, qui travaille dans une usine d'appareils de chauffage, est suffisant pour payer un loyer. À l'heure du déjeuner, nous avons rencontré Mustapha, un des fils de la famille. Quel âge as-tu? 16 ans. Et où, tu travailles en ce moment? Oui, apprenti. Et tu vis avec tes parents ici? Oui, oui. Et comment ça se passe pour toi? Oh, ici, c'est pas so mal. Hein. Il nous manque rien, mais il n'y a pas assez de place. Tous les jours, elle doit aller chercher l'eau, ma mère. Elle doit pour faire la vaisselle, tout ça. Tous les jours, elle doit aller chercher. Et nous, on travaille tous. Tous, ils vont à l'école. Toujours, il faut qu'elle sorte, elle revient. Elle sort, elle revient pour chercher de l'eau. Il n'y a pas assez de place. Même l'eau, on l'a pas dedans. Même le WC, il n'a pas dedans. Il faut qu'on va tout le monde, les femmes et les hommes, là-bas, on se trouve, en parlant par respect, au champ là-bas. C'est honteux quand même, ça. Alors, ça fait qu'on ne peut pas, maintenant, personne ne refuse de payer. Il y a des rats ici, monsieur? Ici, là-dedans, dans les tuiles là que vous voyez, se promènent. Le soir, hein? Se promènent. Comme des lapins, on dirait des lapins. Vous prenez un fusil, vous le tuez comme un lapin. Oui, la vérité, hein, il y a eu des enfants même qui ont été mordus par les rats. Et oui, ils ne veulent pas nous donner. Alors ça fait qu'un de ces jours, ça va être la même pagaille. Et puis, il y a aussi l'humidité pour les enfants. Tous les semaines, il est malade, toute l'année, quoi. Tous les docteurs, il est sorti 2 fois, 3 fois par semaine. Au moins, il demande logement, il demande tous les jours, il est parti à les HLM, il demande, monsieur, viens regarder la maison, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, attendez. Le plus frappant de ces cités de la honte, c'est l'exubérance des enfants.
Des enfants que les gens des HLM d'à côté n'aiment pas voir près de chez eux. Des enfants montrés du doigt qui auront du mal à s'insérer dans la société. Monsieur Defer, c'est le racisme qui explique cette situation extrêmement difficile de certains de vos habitants? Il ne suffit pas de dire cela. Le racisme, c'est plutôt le côté social du problème. Si les hommes et les femmes que vous avez vus, si ces ouvriers avaient de l'argent, s'ils étaient des bourgeois, ils seraient acceptés facilement partout. Quand les parents d'un souverain étranger d'Afrique du Nord viennent à Marseille, on se les dispute dans les salons marseillais. Est-ce que vous croyez qu'on y recevrait ces enfants ou leur père ou leur mère? Il y a un problème de niveau de vie, un problème social qui se pose tout autant qu'un problème de race. Et la municipalité se préoccupe de ces gens? Eh bien, je peux vous donner quelques exemples précis. Nous avons résorbé au cours de ces dernières années 30 bidonvilles, 30, qui représentent 16 000 habitants, une petite ville. Et nous continuons tenacement cet effort, et dans quelques années, il n'y aura plus à Marseille aucun bidonville. Mais, croyez-moi, cet effort est difficile, coûteux, et nous avons besoin d'une autre politique gouvernementale en ce qui concerne les travailleurs immigrés. Monsieur Defer, il y a quelques semaines, vous l'aviez probablement vu, Daniel Balavoine, qui était dans notre studio face à Monsieur François Mitterrand, avait crié son ras-le-bol du discours politique actuel. Daniel Balavoine avait cité pas mal d'hommes politiques, et parmi ces hommes politiques, il y avait Gaston Defer. Je propose de le réécouter. Je vous signale que la jeunesse française se fout strictement de ce que M. Marchais faisait pendant la guerre. Ça lui est complètement égal. Ça intéresserait plus la jeunesse de savoir ce qui se passe et comment le Parti communiste encaisse de l'argent pour le dépenser après, notamment à la mairie de Bagnolet. Ça intéresserait mieux de savoir comment Gaston Defer dirige sa mairie socialiste, qui n'est pas un modèle de société à Marseille. Ça intéresserait plus de savoir les jeunes Français comment M. Raymond Barre, qui est arrivé il y a 5 ans, ou 4 ans, ou je ne sais plus combien de temps, a dit que les salaires ne seraient pas diminués, mais qui a augmenté les cotisations de sécurité sociale. C'est beaucoup plus intéressant que tout ce que vous racontez. Georges Marchais, on s'en fout de Georges Marchais, il faut le savoir, ça. De ce qu'il faisait pendant la guerre, ça nous est complètement égal. Le problème de drogue, de la façon dont le traitent les ministres français, on s'en fout. Il n'y a jamais eu un jeune ministre de la jeunesse en France. Il n'y en a jamais eu, c'est tous des vieux. Voilà, M. Mitterrand, qui était donc face à Daniel Balavoine, avait dit qu'il acceptait fort bien d'être critiqué. Est-ce que vous acceptez la même critique? Bien sûr que j'accepte. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a à Marseille 3 journaux. Un journal de droite, un journal socialiste, un journal communiste. C'est-à-dire qu'il y a 2 journaux qui, tous les matins, me critiquent violemment. Quant à M. Balavoine, que je ne connais pas, il faudrait qu'il vienne visiter Marseille avant de pouvoir s'exprimer valablement sur la façon dont la municipalité dirige la ville. Ah ben écoutez, on n'a pas Daniel Balavoine, il n'est pas à Marseille en ce moment, mais on a demandé à un jeune de venir et de vous poser des questions, parce qu'après tout, effectivement, il est peut-être comme Daniel Balavoine, il en a peut-être aussi un peu ras-le-bol du discours politique, ou au moins, il n'est peut-être pas content de la situation dans sa ville. C'est Serge Dubrano. Oui, tout d'abord, j'aurais aimé savoir pourquoi à Marseille, une ville assez importante, on peut le dire aussi assez jolie, il n'y a pas beaucoup de distractions pour les jeunes, et lorsqu'il y a des vacances, on constate que vraiment tout le monde s'ennuie. Je suis allé à Marseille. Le théâtre Maréchal, y êtes-vous allé? Je suis allé déjà 2 fois et vraiment quand on a tout vu, c'est vraiment... Il y a à Marseille 6 théâtres subventionnés par la ville, je ne veux pas rappeler leur nom. Il y a à Marseille des espaces verts, il y a à Marseille des terrains de sport. Quand j'ai été élu, il y avait 39 hectares, il y en a 500. Il y a à Marseille des concerts, il y a à Marseille des expositions. Est-ce que vous allez voir tout cela? Est-ce que vous profitez de l'Umini? Est-ce que vous profitez de la campagne Pastré? Est-ce que vous profitez de l'école de voile? Est-ce que vous profitez de l'école d'équitation? Je vous pose la question. Pas de tout ça, mais je profite de certains. Et dans d'autres villes, excusez-moi, mais on s'aperçoit que dans d'autres villes, il y a beaucoup plus de choses. Il y a beaucoup plus de variétés, il y a des jeux, il y a des concours, il y a toujours quelque chose qui occupe les enfants. Et je ne sais pas pourquoi ici on ne ferait pas, puisque c'est une très grande ville et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est joli. Il y a toutes sortes de choses. Il y a, par exemple, toute une organisation musicale qui va dans les quartiers pour apprendre aux enfants à jouer de la musique. Mais de tout cela, vous ne profitez pas. Dites-moi que ce que vous voulez, ce sont des distractions qui n'ont rien à voir avec l'action municipale. Si ce que vous voulez, ce sont des cafés, ce sont des boîtes. Évidemment, j'ai interdit les boîtes dans lesquelles on jouait de l'argent. C'est vrai, les appareils à sous. Mais pour le reste, pour la jeunesse, pour le sport, pour l'art, pour la musique, pour le théâtre, pour la voile, pour le cheval, pour la natation, nous avons équipé les îles du Frioul. Êtes-vous allé depuis que nous avons équipé? Oui, eh bien, vous pouvez aller vous baigner, vous pouvez trouver ainsi, l'été, une occupation saine. Est-ce que vous avez profité de tout cela? Est-ce qu'il y a mieux ailleurs? Je ne le crois pas.
Bien, Serge Bruano, vous avez une autre question rapide à poser à M. Defer? J'aurais aimé savoir si les jeunes Marseillais sont-ils concernés par le chômage aussi. Hélas, ils sont concernés comme tous les jeunes Français. Et ce n'est pas la municipalité qui peut elle seule résoudre ce problème. Nous luttons contre le chômage, nous aidons les entreprises, nous avons sauvé certaines entreprises, nous continuons à le faire, mais c'est la politique gouvernementale, vous le savez comme moi, qui est responsable du chômage et de son augmentation. Oui, l'aspect économique de la ville de Marseille, nous l'évoquerons d'ailleurs ce soir dans l'édition de 20h qui sera présentée par Patrick Poivre d'Arvor, ici même d'ailleurs de ce palais du Pharaon. Monsieur le maire, vous restez avec nous, Serge Bruano, mais ce qui frappe le plus le visiteur qui n'est pas venu dans votre ville depuis pas mal d'années, disons, sont deux choses. D'abord la circulation automobile, les embouteillages ici sont assez étonnants. Ils n'ont rien à envier en tout cas aux embouteillages parisiens. En 20 ans, il est vrai que le nombre d'automobiles a été multiplié par 4, je crois. Il y en avait 100 000 à peu près en 1960 et il y a actuellement 400 000 voitures dans votre ville. Et puis, le deuxième point qui est important et qui est une grande surprise dans toutes les grandes villes, c'est le métro. C'est le plus moderne d'Europe. Son seul problème, c'est un métro qui a quand même coûté un métro, ça coûte cher. L'ouverture des 12 stations de la première ligne aura représenté un investissement global de près de 15 millions de francs, 1,5 milliard de centimes. Une folie, disaient les adversaires du métro au moment de son inauguration. Une folie peut-être, toujours est-il que malgré le prix du billet, le plus élevé de France, 100 000 personnes empruntent en moyenne chaque jour le métro marseillais. Toutes les prévisions sont pulvérisées. Pourtant, 15 millions de francs, n'est-ce pas trop cher payé? Aux yeux des responsables, non, car, disent-ils, le métro est ce qu'il y a de plus rentable. L'autobus, lui, a été supplanté depuis longtemps. Son déficit d'exploitation atteignait 50%. Le métro est probablement un des moyens qui coûte le moins à la collectivité pour assurer une certaine fluidité des déplacements dans la ville. Il y a un déficit de 10% environ actuellement, qui est couvert Sur par le la métro, ville. il y a un déficit d'exploitation de 10%, c'est-à-dire que les recettes issues de la vente des tickets couvrent à peu près 90% des dépenses d'exploitation. Mais je mets à part les dépenses d'investissement, parce qu'avant de se servir d'un métro, il faut pouvoir le construire, bien entendu. Mais ces dépenses d'investissement ne sont pas négligeables non plus. Si on voulait créer, s'il avait fallu créer une autoroute supplémentaire ou même tout simplement une voie nouvelle qui traverse le centre de Marseille. Et pourquoi ne pas avoir relancé le tramway? Vous avez encore une ligne qui marche bien. Le tramway a les mêmes avantages et les mêmes inconvénients qu'un métro, à savoir, si on le met en six propre, il peut rendre de très grands services et à ce moment-là, il a une capacité de transport fort appréciable et très intéressante. Disons qu'il se situe largement entre l'autobus et le métro très puissant. Mais si vous le mêlez à la circulation, sa capacité de transport peut tomber au-dessous de celle d'un autobus. Premier paradoxe à Marseille, la création d'une ligne de métro et le maintien d'une ligne de tramway n'ont pas réussi à résorber les embouteillages. Je pense que le problème de la circulation dans Marseille sera résolu avec la construction de la deuxième ligne de métro. Avec la deuxième ligne, peut-être, encore que ce ne soit pas certain. Mais le fait est qu'avec l'augmentation des coûts, cette deuxième ligne reviendra à plus de 15 millions de francs. 2 lignes donc, et un deuxième paradoxe pour Marseille, on a construit le métro avant même d'avoir véritablement étudié un plan de circulation. Plan de circulation, il en faut un. Il faut qu'il fasse respecter une certaine discipline, mais il ne faut pas qu'il impose de contraintes irréalisables. Nous l'avons étudié, nous en poursuivons l'étude en coordination avec le métro, et c'est cela la solution. Marseille n'est pas encore au bout du tunnel. Le métro pèse lourd dans le budget communal, très lourd. L'État subventionne les travaux à 50%, les travaux, mais pas l'achat du matériel roulant. Or, comme à Marseille, le choix s'est porté sur des rames luxueuses, automatisées, la part de l'État ne correspond en fait qu'à 35% environ du coût global. Pour le contribuable marseillais, c'est peu, mais c'est peut-être beaucoup pour le contribuable de Carpentras ou de Romorantin. Bien, monsieur Defer, voilà donc ce que vous disiez il y a à peu près 3 semaines à propos du plan de circulation. Aujourd'hui à Marseille, on dit dans la ville que ce plan est enterré. Alors où est la vérité? Non, ce qui a été enterré, c'était un plan irréalisable. Par contre, nous avons un plan qui est réalisable et qui va être mis en application. J'ajoute que depuis la mise en service du métro, la circulation automobile a diminué d'environ 20%, ce qui a donc été dit tout à l'heure n'est pas exact. Serge Bruano, vous aviez une question à poser à M. Defer à propos du métro? Oui, on peut constater que le métro est très moderne et très beau, c'est vrai, on doit l'avouer, mais simplement il y a beaucoup de plaintes puisqu'il est passé à 3 francs le ticket et maintenant il est passé à 4 francs. C'est vraiment excessif quand même. Ah, pourquoi cette hausse? Cette hausse, parce que tout a augmenté et c'est la politique de M. Barre qui nous l'impose, d'une part. D'autre part, je voudrais dire à M. Dubrano que depuis que le métro a été mis en service, le prix des transports en commun a baissé à Marseille, car maintenant il y a des correspondances qu'il n'y avait pas,
il y a des possibilités de circuler à la fois en autobus, en métro et en tramway avec le même ticket, c'est-à-dire que relativement le prix a diminué. Certes, il est encore cher, mais cela ne dépend pas de moi si la politique gouvernementale de lutte contre la hausse des prix a échoué. Monsieur Defer, vous avez tenu à inviter dans cette émission le PDG d'une société qui s'appelle Intersub. C'est Monsieur Courreau qui est avec nous. Intersub, c'est une société qui va colmater, si je ne me trompe, les brèches du Tagno, le long des côtes bretonnes. C'est la Provence, là, un peu au secours de la Bretagne. Qu'est-ce que vous allez faire exactement sur le Tagno? Oui, au secours, c'est un bien grand mot. En réalité, notre société effectue des travaux sous-marins en utilisant des petits sous-marins de poche. Ceci est moins dangereux que d'employer des plongeurs et d'autre part, c'est dans certains cas plus efficace. Alors nous allons donc intervenir sur l'épave du Tagno en vérifiant d'abord exactement à quel endroit sont les fuites, puis en les colmatant à l'aide de résine époxy, c'est-à-dire d'une sorte de colle très forte qui sera fixée sur les fuites actuellement repérées sur cette épave. C'est réalisable extrêmement rapidement. Alors nous pensons pouvoir faire ce travail en une quinzaine de jours environ, et ceci permettra au moins d'arrêter les fuites. Le coût complet des travaux est déjà estimé? Cette phase des travaux devrait coûter entre 2 et 3 millions de francs. Et vous allez mettre combien d'hommes sur le Tagno, ou au fond plutôt? Il y aura en tout 5 personnes qui plongeront. Voilà, Monsieur Commercy, toutes ces réalisations, tous Marseille que nous avons découvert aujourd'hui pour la première édition de cette série de journaux sur la région marseillaise. Nous continuerons aujourd'hui, vous le savez, Monsieur Defer. Noël Mamère présentera à 18h30 C'est la vie, et à 20h il présentera, et à 20h plutôt c'est Patrick Poivre d'Arvor, qui est là d'ailleurs, qui n'est pas loin, il est sur le Faro également, qui présentera l'édition de la soirée de notre journal. Mais Monsieur Defer, je voudrais vous laisser quand même le mot de conclusion pour cette première émission. Marseille, ville très ancienne, Marseille qui a souffert de la désindustrialisation, Marseille qui est une ville qui s'équipe à nouveau pour se tourner vers l'avenir, qui possède des industries de pointe comme Intersub et la Comex, auxquelles on fait appel à Paris pour résoudre un problème aussi grave que celui du Tagno, ce qui prouve qu'on travaille bien et vite à Marseille. Je ne prétends pas avoir résolu tous les problèmes à Marseille, même après une longue période de mandat municipal. Il reste toujours beaucoup de choses à faire. J'ai la volonté de continuer à travailler, de servir Marseille, d'être utile à ma ville et aux Marseillais. Bien, Monsieur Defer, c'est ce que nous verrons donc cet après-midi et ce soir. À 18h30, C'est la vie, Noël Mamère, du Faro, et à 20h, le journal présenté par Patrick Poivre d'Arvor. Je vous souhaite de passer une excellente après-midi et je vous souhaite surtout d'avoir dans toute la France le même soleil qu'ici à Marseille. Bon après-midi et à lundi pour Antenne 2 midi.